Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va, la nuit était un peu mouvementée, mais ça va. La nuit, tu veux quoi la nuit? Non, à cause des coupures. Ah, d'accord. Mais il y a quel mouvement? Non, j'ai dit était un peu mouvementé, mais non, un peu tu restes allongé, tu es ton lit, tu supportes la chaleur. Il n'y a pas de mouvement, Jean-Paul. Non, j'ai dit qu'elle était mouvementée. parce qu'on n'a pas pu avoir le sommeil facile. Voilà. D'accord, ok. L'actualité internationale nous emmène où ce matin? Donc, on va parler des États-Unis, parce que Donald Trump, depuis qu'il a pris ses fonctions, il signe décret sur décret, il prend des décisions parfois innovantes, et c'est l'une d'entre elles dont nous allons parler aujourd'hui. Il faut savoir que hier, Donald Trump a signé un décret instituant la création d'un fonds souverain. Il faut savoir que les États-Unis, en dépit du fait que c'est la première puissance économique mondiale, les États-Unis ne disposent pas d'un fonds souverain. Alors, il faut savoir d'abord ce que c'est qu'un fonds souverain. Un fonds souverain, c'est justement un fonds qui est détenu par l'État et qui est financé par un excédent budgétaire issu soit de l'exploitation de ses ressources naturelles ou bien en général, c'est l'exploitation des ressources naturelles qui finance ce fonds-là. Et ce fonds va permettre à l'État en question d'avoir des investissements qui, pour la plupart, sont sous forme d'actifs, afin on capitalise ces ressources-là pour en tirer des profits sur du très long terme. Donc, l'objectif est de justement prémunir l'État en question en cas de l'arrêt de l'exploitation de ces ressources-là, pour pouvoir disposer d'un espèce de coussin économique et financier confortable qui pourrait lui permettre de faire face justement à l'arrêt de l'exploitation de ces ressources-là. Et donc, jusqu'à présent, je disais, en dépit que les États-Unis soient la première puissance économique mondiale, et pourtant ils ne disposaient pas d'un fonds souverain. D'autres pays, comme la Chine, disposent d'un fonds souverain qui dispose de revenus conséquents. Et donc, Donald Trump a estimé que non seulement la Chine, mais aussi d'autres pays, tout petits, Abu Dhabi, les Émirats, Dubaï, donc c'est petit. Même le Gabon dispose d'un fonds souverain. Donc, comment comprendre que de petits États disposent de fonds souverains et pas les États-Unis? Et donc, il a demandé au secrétaire d'État au Trésor, qui était présent lors de la signature de ce décret-là, il lui donne 12 mois pour en pratique mettre en place ce fonds souverain. Alors, comment est-ce que celui-ci sera financé? Eh bien, selon les premiers éclairages que Donald Trump a apportés hier en marge de l'interview qu'il a accordée à la suite de la signature de ce décret, c'est que dans un premier temps, ce fonds-là sera financé par les tarifs douaniers, les surplus des tarifs douaniers qui seront prélevés sur les biens et services qui seront importés aux États-Unis. Et l'une des premières acquisitions aussi que ce fonds souverain pourrait acquérir au terme de sa mise en œuvre, donc ce serait la filiale américaine de ByteDance, donc de TikTok. Il faut savoir que Donald Trump, en dépit du fait qu'il ait suspendu l'interdiction d'exercice de TikTok aux États-Unis, il a quand même donné 3 mois de sursis à cette entreprise-là, à ce réseau social, à condition que celui-ci se désengage, enfin sorte du groupe de ByteDance, qui est quand même un groupe chinois. Et donc pour les États-Unis, ils estiment que cette sortie de TikTok américain, la branche américaine de TikTok, du groupe ByteDance, pourrait au moins garantir le fait que les Chinois n'auraient plus accès aux data issues du marché américain, et donc ils n'auraient plus de raison de craindre une forme d'espionnage de la part des Chinois aux États-Unis. Et donc, pour eux, pour Donald Trump, justement, l'acquisition de TikTok américain serait là une remarquable opportunité pour véritablement commencer à lancer la prise en charge, enfin l'achat de certaines acquisitions sur le sol américain. Et donc quel sera l'objet du financement de ce fonds souverain-là? Eh bien, ce fonds souverain devrait, selon toujours Donald Trump, servir à financer principalement les travaux d'infrastructure fédéraux, donc les ponts, les routes, tout ce qui concerne les équipements fédéraux, c'est-à-dire des choses pour lesquelles, évidemment, elle n'a pas souvent
elle n'a plus souvent l'habitude de s'occuper de ces ouvrages-là, parce qu'il faut savoir que la plupart des ouvrages fédéraux, les ponts, les routes, etc., aux États-Unis sont en très mauvais état. Et donc, Donald Trump estime qu'en mettant en place ce fonds souverain-là, il aura donc la possibilité de ne plus avoir à passer par parfois le Sénat et autres pour engager des dépenses en vue de la réhabilitation de ces ouvrages-là. Et donc, ça, évidemment, c'est quelque chose qui est très important à leurs yeux. Et donc, avec la mise en place de ce fonds-là, il faut bien savoir que donc, les États-Unis vont un peu rentrer dans le cercle fermé de pays qui disposent de fonds souverains. L'objectif pour lui, c'est que dans les 10 ou les 15 ans qui arrivent, qu'ils soient en capacité d'atteindre le niveau, par exemple, du fonds souverain de la Norvège, qui a la Norvège, qui est ce petit État d'Europe du Nord, qui est dans la Baltique, et qui dispose du plus grand fonds souverain au monde, qui pèse en 2024 près de 1700 milliards de dollars. C'est quand même, oui, c'est énorme. Il est suivi par le fonds souverain chinois qui vient en deuxième position, qui lui tourne aux alentours de 1500 milliards. Après le fonds souverain chinois, on a le fonds souverain d'Abu Dhabi qui tourne aux alentours de 1300 milliards. Et enfin, on aura à la 4e place, on a le fonds souverain du Koweït. Et en 5e position, on a le fonds souverain de Hong Kong, qui est différent du fonds souverain de la Chine, qui pèse aux alentours de 1200 milliards. Et bon, le fonds souverain gabonais, il est loin derrière. Notre fonds souverain est quand même très modeste, mais il pèse pas mal. Il pèse quand même 2 milliards de dollars. C'est loin des 1700 milliards de dollars du fonds norvégien ou des 1500 chinois, mais on a quand même un fonds souverain. Et donc, Donald Trump a décidé, et ça c'est véritablement quelque chose qu'il va certainement laisser comme empreinte, comme pour les générations futures, c'est-à-dire mettre un fonds souverain qui aura pour objectif de collecter un certain nombre d'excédents, parce que lui, il estime qu'en relevant les tarifs donnés, il va renverser la tendance, il va avoir un excédent commercial, et c'est cet excédent commercial qui va financer le fonds souverain américain, qui, à son tour, va financer des projets de réhabilitation des infrastructures fédérales américaines. Donc, voici encore l'un des enjeux majeurs, l'un des décrets importants que Donald Trump a signé. Le M23 a décidé de cesser le feu à Goma. Oui, le M23 a décidé. En fait, c'est eux qui décident maintenant là-bas. Bon, en réalité, il faut commencer la RDC, non. En fait, il faut commencer à comprendre que, évidemment, cette offensive du M23 n'est pas, même si on sait que le M23 est soutenu par le Rwanda, qui est soutenu par un certain nombre de multinationales soutenues par des gouvernements de certains pays, on voit très bien que cette offensive du M23, cette conquête de la ville de Goma passe très très mal, surtout au sein des pays dits du sud global. Ces pays-là, on voit bien que la géopolitique est en train de changer, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes un gouvernement, vous êtes un pays fort, vous disposez d'armes, vous disposez d'argent, que vous pouvez soutenir d'autres pays pour aller semer, pour aller déstabiliser un voisin, pour vous approprier ses ressources. Et donc, on voit bien que cet état de fait-là, et surtout ce 2 poids 2 mesures-là, de la part de la communauté occidentale, irrite de plus en plus les autres pays du monde entier. Et donc, on a vu le tollé qu'a suscité cette invasion congolo-rwandaise ou bien rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo. Et on a vu aussi des balais diplomatiques, notamment Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, qui a fait un passage dans la région. On sait que Marco Rubio, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères américain, a discuté avec Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Et donc, on a vu aussi que les Nations Unies sont très actifs dans la région pour d'abord permettre un cessez-le-feu, pour permettre à l'aide humanitaire d'être acheminée et surtout pour pouvoir prendre en charge les populations civiles, parmi lesquelles on compte de nombreux blessés et de morts. Pour l'instant, selon les hôpitaux à Goma, on estime qu'il y a eu à peu près 2000 morts au cours des 3 derniers jours de combat. C'est quand même énorme. Et donc tout ça, donc cette pression des Nations Unies, cette pression de la communauté internationale a donc obligé en quelque sorte le Rwanda à forcer son proxy M23 à surseoir à son offensive. Parce qu'il faut savoir que le M23 avait l'intention non seulement une fois la conquête du Nord Kivu achevée, de s'attaquer également au Sud Kivu et donc de foncer vers la capitale Bukavu. Donc on voit bien là que le M23 a dû revoir
en quelque sorte ses objectifs en raison de la réaction de la communauté internationale. Mais ce que je déplore une fois de plus, c'est le manque de réactivité de l'Union africaine. L'Union africaine n'a toujours pas pris de vraies résolutions visant à condamner le pays agresseur qu'est le Rwanda. Tout au plus, on assiste maintenant à une véritable passe d'armes entre le Rwanda et l'Afrique du Sud. Il faut savoir qu'une douzaine de soldats sud-africains ont été tués ces derniers jours à l'est de la République démocratique du Congo lors de l'assaut du M23 contre la ville de Goma. Et donc ça a énormément irrité Pretoria, qui a menacé de se lancer potentiellement dans une guerre totale si le Rwanda ne forçait pas le M23 à mettre un terme au combat et à, si tu veux, permettre à ce qu'une accalmie s'installe. Dans un premier temps, le Rwanda a répondu un peu de manière belliqueuse, mais je crois que là aussi, la communauté internationale, il faut aussi savoir que le Rwanda et l'Afrique du Sud font partie d'une même organisation sous-régionale qui s'appelle la SADC. Et donc, il y a eu une session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, et c'est à l'issue de cette rencontre-là que, évidemment, on a assisté à ce cessez-le-feu-là temporaire. Donc, on voit bien que la communauté internationale, donc que ce soit la communauté régionale, donc la SADC, soit l'Union africaine, en réalité, on a les moyens depuis d'empêcher que cette guerre perdure. Mais pour des raisons, pour le moment, que je n'arrive pas à expliquer, ou bien en raison de la faiblesse des gouvernements des pays africains en réalité, parce que ces gouvernements ne pèsent pas lourd face aux intérêts géopolitiques que représente cette région-là. Il faut savoir que l'intérêt géopolitique, il est stratégique, notamment le fait que dans l'est de la République démocratique du Congo, on trouve en abondance des minerais qui sont rares. Ces terres rares-là font que cette partie de la RDC attise les convoitises des multinationales occidentales, attise la convoitise des pays voisins qui voudraient exploiter de manière illégale et illicite ces ressources-là. Et donc, ce sont ces enjeux-là qui constituent la trame même de l'instabilité que l'on observe dans cette partie du continent africain. Merci Jean-Paul avec nous. L'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.